Cette vidéo est une présentation de La Pioche, boutique de jeux, jeux de société, casse-tête et accessoires. Rendez-vous sur boutiquelapioche.com. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec. Et aujourd'hui, c'est un actu ludique que je reprends. Ça fait quand même un petit bout que j'en ai pas fait, je pense depuis début octobre. En partie en raison de la première nouvelle que je vais parler. Dans le fond, je veux revenir à un actu ludique qui va être un remélange avec l'actualité en direct et l'actu ludique. Que je faisais juste parler de jeu en direct, ça devient compliqué avec le fait que je suis ouvert les fins de semaine à la boutique, donc plus difficile de faire de quoi la fin de semaine et faire des actualités en direct la semaine, ça va être un petit peu moins intéressant aussi pour avoir plus de personnes. Donc je vais revenir avec ce format-là, un petit peu nouvelle au début. Ce que j'ai joué, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Puis à la fin aussi, je veux parler des nouveautés qui viennent de sortir, qui m'intéressent. Donc, j'ai les boîtes en main avec la boutique. Donc, très intéressant pour cet aspect-là. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit de fond de route parce que je suis à la boutique et c'est une route passante en avant. Donc, je viens d'entendre une gratte passer en tout cas. J'espère que c'est pas trop pire à ce niveau-là. Au menu aujourd'hui pour cette actualité ludique-là. Donc, je vais justement reparler un peu de l'avenir de la chaîne avec la boutique maintenant. Comment je vais essayer de merger les deux ensemble tout en restant de façon distincte. Mais je veux faire probablement un petit rebranding ou je ne sais pas comment dire ça en français. Refonte du logo, etc., qui va mieux correspondre à ce que la pioche est. Donc, pour vraiment qu'on fasse le lien entre les deux, tout en restant de façon distincte. Je vais parler aussi de d'autres nouvelles, mais je vais y aller tranquillement. Je ne ferai pas le menu au complet. Puis, je vais parler aussi de plusieurs jeux. J'ai joué à peu près là, depuis le début octobre, 10-15 jeux que j'aimerais, une dizaine de jeux que j'aimerais parler. Puis après ça, ça va être un peu plus les nouveautés, qu'est-ce qui m'accroche l'œil prochainement, qu'est-ce que j'aimerais essayer. Donc, pour revenir à la refonte de la chaîne, dans le fond, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de faire ça, mais probablement à partir de cet hiver, pour un temps un petit peu plus tranquille avec la boutique. En ce moment, c'est le temps des fêtes, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de monde qui vient à la boutique aussi. On fait des concours, etc. Donc, ça demande un petit peu plus de temps. Donc, mais cet hiver, j'aimerais ça refaire une petite image à jour avec une nouvelle introduction aussi pour les vidéos. Donc, ça va être à suivre et tout en gardant le concept. Probablement que le orange va devenir la couleur dominante au lieu du vert pour Board Game Québec également. Ensuite de ça, je voulais parler aussi de quelque chose qui m'a un peu marqué quand j'ai vu ça passer. La première fois que j'ai vu ça passer, c'était sur un blog sur Facebook là, de français. Et je pense que c'était Ludovox, si je ne me trompe pas, qui disait qu'il y avait maintenant un gratteux Azul au Québec. Et là, j'ai fait, mais voyons donc, qu'on est rendu là. Et tu sais, c'est vraiment pas pour faire de la pub pour la loterie ou quoi que ce soit. Là. C'est pas de quoi que j'achète nécessairement, puis que j'encourage nécessairement. Mais ce que je trouvais intéressant dans cette nouvelle-là, c'est qu'on est rendu à un jeu comme Azul qui va percer encore plus les maisons. Qui est vraiment rendu très populaire. Je me fais beaucoup demander à la boutique aussi, vraiment rendu même dans les gens qui jouent moins des jeux. Donc, c'est vraiment un jeu qui a percé, malgré que c'est un jeu, tu sais, c'est assez simple.
c'est assez abstrait aussi, fait que c'est quand même assez surprenant, mais je pense que c'est le fait qu'il est très coloré, les tuiles sont de bonne qualité, on a un beau produit en main, puis le jeu est vraiment très bon aussi. Donc, et là, de voir, puis j'étais curieux aussi d'acheter le billet juste pour voir un peu à quel point, pour des gens qui ne sont pas connaisseurs de jeu, ils vont faire un lien que c'est un jeu de société. Tu sais, on voit sur le billet, bon, c'est écrit un jeu de Michael Kuzling, Azul. Fait que, bon, déjà là en partant, si on lit un petit peu le petit caractère, on peut se dire, ah, c'est un jeu peut-être de société. Puis si on regarde à l'endos, ben, il n'y a pas nécessairement d'informations, sauf on nous dit, bon, Azul est une marque appartenant à Plan B Game. Donc, peut-être avec un petit peu de recherche, ils vont tomber sur l'univers des jeux de société. Qui sait? Donc, c'est un peu ça que, que je voulais mentionner par rapport à ce gratteux d'Azul. Donc, on est rendu là à ce que les jeux s'expandent, les jeux plus modernes, on va dire, s'expandent vers, parce qu'on s'entend, il y a des gratteux qui sont de Scrabble, etc., mais qu'on est dans le jeu moderne, des jeux qui datent de quelques années, qui ne sont pas nécessairement des grands classiques, mais j'ai l'impression que dans les prochaines années, ces jeux-là vont devenir des très grands classiques. Ça me fait penser en même temps une nouvelle que j'ai vue passer qui me revient en tête, que Wingspan est rendu à 1 million de copies vendues. C'est énorme. Un autre jeu que je suis comme surpris. En même temps, le jeu est très bon aussi, je l'adore aussi, mais qu'il soit rendu quasiment 1 million, c'est quand même beaucoup de copies vendues pour un jeu de cette envergure-là. Il peut être quand même assez dispendieux pour que des gens qui n'ont pas nécessairement joué à des jeux de société. Donc, il y a vraiment un engouement. Peut-être l'effet aussi, le jeu est super beau avec la thématique oiseau, peut-être qui vient attirer beaucoup de gens que je ne sais pas tout ce qu'il y a au travers de ça, mais il y a peut-être aussi l'effet, comment Stonemaier Game market les jeux. Mais il y a vraiment, ce jeu-là, vraiment parti en flèche dans la popularité qu'il a connue. Et là, déjà 1 million de copies vendues. Ça fait pas un jeu qui date de si longtemps que ça, de quelques années seulement. Donc, assez surprenant et très content de voir ça pour Wingspan. Si je reste dans Stonemaier Game, vous savez que j'aime bien ce qu'ils font et j'adore Tapestry. Et Tapestry, ben, il y a une nouvelle extension qui s'en vient. J'ai pas joué la première qui est Plans and Deploy. Je trouvais pas qu'elle ajoutait nécessairement assez pour me la procurer, mais celle-là, art et architecture, je trouve qui est intéressante vu qu'elle ajoute une nouvelle piste, la piste des arts. Et donc, cette piste-là va nous donner un choix de plus sur quoi avancer, des nouveaux bâtiments aussi à aller chercher, dépendant comment on avance sur cette piste-là. De mémoire, c'est une piste qui va seulement me demander des ressources variées. Donc, il n'y a pas une ressource spécifique. Mais ça va encore plus tirer, pas tirer nos choix, mais porter à réflexion sur quelle piste on s'en va, parce que déjà avec 4 pistes, il ne fallait vraiment pas s'éparpiller. Donc là, ça va être une autre dynamique. Ça rajoute une cinquième piste, un cinquième choix. Donc, très hâte de voir ça. Ça s'en vient très bientôt, autant en français qu'en anglais. J'en ai en commande dans les deux langues pour la boutique. Donc, c'est sorti prochaine. Dans les prochaines semaines, on va voir ça arriver. Tapestry, art et architecture. Ça fait pas mal le tour des petites nouvelles que je voulais parler. Je ne voulais pas en mettre trop vu que j'ai beaucoup de jeux à parler. J'ai réussi à faire des actus ludiques un peu plus de façon récurrente, genre moins de jeux à parler, un petit peu plus de nouvelles. Donc on va essayer de rebalancer ça dans les prochains épisodes. Et aussi, si vous l'écoutez en audio, ben sachez qu'il est disponible en audio. Donc si vous l'écoutez en vidéo, sachez qu'il va être aussi disponible en audio, tout comme j'ai toujours fait avec les actus ludiques. Je trouve que ça s'écoute bien. Également en audio seulement, en podcast, qui fonctionne toujours, puis j'ai toujours des téléchargements, donc je continue à le faire. Il y a un intérêt, même si j'ai pas été très assidu et pas très, j'ai pas de récurrence sur les dates, etc. Je sais que c'est quoi qui est très important, mais j'ai vraiment de la misère à respecter ça avec toute
tout l'emploi du temps que j'ai, le nouveau bébé aussi, donc ça demande beaucoup de temps aussi. Fait que on y va un peu selon ce qu'on a comme temps de disponible. Et c'est pour le plaisir aussi, hein, la chaîne, et ça me permet en même temps de vous parler de jeux. Donc, mes expériences ludiques, qu'est-ce que j'ai joué dans les, on va dire, 2 derniers mois? J'ai essayé, il y en a que je vais passer un petit peu plus rapidement parce que j'ai déjà parlé sur la chaîne quand j'ai fait des vidéos. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Canva, ça j'en ai fait une vidéo et j'ai même donné mon avis sur Canva. Jeu très simple, familial, tu sais, faut pas... il n'y a pas un gros casse-tête dans le jeu, vu que c'est une rivière de cartes et on va être un peu pris avec ce qu'il va avoir comme choix, mais les choix sont quand même déchirants pareil sur les cartes qu'on va aller chercher pour optimiser nos peintures. Le jeu est super beau, c'est le fun de faire les peintures, même si on pourrait enlever tout l'aspect peinture et juste garder les points, puis le jeu reste pareil, sauf ça enlèverait l'aspect de détente, je sais pas, ouais, de détente de ce jeu-là, zen, de faire ah, ça fait une belle peinture, puis ça me donne plein de points en même temps. On dirait, lorsque j'ai réussi à faire une belle peinture, un bel agencement, ben, ça me donnait plus de points. Je sais pas si c'est un addon ou peut-être moins aussi, là. Donc, c'est ce que je trouvais intéressant de Canva. Les jeux sur la rivière de cartes, c'est toujours embêtant parce que, bon, ce qui sort est un peu, si tu cherches vraiment un symbole en particulier, ça se peut que tu ne l'aies pas. Et tu es très limité aussi dans le nombre de cartes. Tu as 5 cartes en main. Dès que tu en as 5, tu es obligé de jouer tes cartes. Il faut t'en mettre 3 en même temps dans une des peintures. C'est pas une à la fois. Donc, tu n'as pas un gros éventail de choix, mais ça rend le jeu un petit peu plus serré. Je pense que ce serait trop simple si on rentrerait une carte à la fois. Ça nous donnerait trop de possibilités, puis ça serait quasiment trop payant à chaque fois pour faire les différents challenges. Les challenges de départ, la première fois que j'avais joué, on les trouvait quand même simples. C'était comme facile à les faire. Ça donnait beaucoup de points, mais après ça, quand on a changé un peu les cartes d'objectifs, ben, le jeu prenait un autre tournant, puis je trouvais plus intéressant. Donc, je ne m'éterniserai pas sur Canva. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'avais faite et aussi mon avis complet sur Canva. Ensuite, j'ai rejoué à Watergate, jeu que je ne sors pas souvent. Ça prend les joueurs pour et je l'ai montré à mon beau-frère qui a vraiment apprécié le jeu. Il m'a d'ailleurs battu. C'est vraiment excellent, Watergate. J'aime ça, ces jeux-là thématiques. Là, c'est pas Deuxième Guerre, c'est Scandale du Watergate, ça n'a aucun rapport. Thématique politique, thématique guerre. J'aime ça, les aspects historiques comme ça, qu'on peut revivre des événements, en apprendre sur les événements. Donc ça, je trouve ça toujours très intéressant. Et le jeu est simple, on a des évidences à mettre en place pour relier les Nixon à les différents acteurs du Watergate, pour prouver que c'est Nixon qui est derrière ça. Et si on est du côté Nixon, on tente de brouiller les pistes pour justement éviter que tout ça sorte et accumuler du momentum pour regagner nos élections. Et donc c'est simple, c'est asymétrique, on peut s'échanger les rôles à chaque partie, des cartes événements donc qui vont être très puissantes, mais il faut les jouer au bon moment parce qu'on ne peut plus les rejouer dans la partie. D'autres cartes qui vont être des événements récurrents qu'on peut réutiliser à plusieurs fois. Donc, on a toujours un bon petit choix entre déplacer les évitants sur l'espèce de petite piste souk à la corde, on va dire. Il faut les attirer de notre côté pour pouvoir les gagner et jouer avec les événements. Donc, Watergate, autre jeu que je veux ressortir plus souvent. Je n'ai pas nécessairement les joueurs pour, mais j'aime bien ce jeu-là pour jouer à 2 joueurs. J'ai ressorti également Red Rising, que j'ai joué à 3 joueurs. Première fois, je le sortais à 3 joueurs. J'ai trouvé ça super intéressant à plus que 2 joueurs, même si en solo, j'avais bien aimé. À 2 joueurs, c'était peut-être, il n'y avait pas beaucoup de roulement de cartes. À 3 joueurs, on commençait à avoir un roulement de cartes plus intéressant, plus de choix. Je trouvais donc ça, c'était plus intéressant à mon avis que jouer à 2 joueurs.
Le jeu reste simple. Je sais qu'il y en a qui aiment moins parce qu'ils vont préférer jouer à Fantasy Realm, qui est juste un petit paquet de cartes, une petite boîte, puis ça reste le même concept. Lui, ils ont juste ajouté d'autres choses autour de ce que Fantasy Realm faisait, c'est-à-dire aller chercher, avoir une main carte au départ, puis changer nos cartes pour optimiser, avoir les meilleurs combos de cartes ensemble pour faire le plus de points. Lui, on rajoute bon, une piste d'exploration qui donne des points. Un institut, c'est la majorité des cubes là, va donner des points. Des cubes d'hélium, c'est juste des points aussi à la fin. Et une espèce de jeton là, de leader qui permet d'activer nos pouvoirs. Donc, ça rajoute des petites choses de plus. La boîte est quand même grosse pour ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont fait vraiment un format boîte standard. Donc, ça, des fois, c'est un peu... Je pense que le jeu aurait même pu rentrer dans un plus petit format. Ils ont voulu pimper les choses à la Stonemaier Games. C'est sûr, on aime ça. Ils ont un critère de qualité habituellement qu'il faut qu'ils respectent. Mais ça aurait peut-être été optimisé un peu plus, rentrer dans un plus petit format, pas nécessairement la grosse boîte en tête de renard pour les héliums. Plus compact, tout ça, on aurait pu avoir un plus petit format de boîte. Peut-être, j'ai l'impression que ça aurait peut-être un petit peu plus marché vu qu'il est plus dans le style filler, mais avec une grosse boîte, fait que ça se transporte moins bien. Mais bon, je le trouve super bien. Aussi, Red Rising, je vais le ressortir à l'occasion. Celui-là est super le fun. Aussi, je l'avais d'ailleurs présenté sur la chaîne. Donc, si vous voulez aller voir ça, vidéo, j'avais fait une partie en solo et mon avis. De mémoire, j'avais fait mon avis aussi pour Red Rising. Ensuite de ça, j'ai joué à Lueur. Lueur, vraiment un jeu qui m'a surpris. J'ai hâte d'y rejouer. J'ai pas eu l'occasion de le ressortir. Je l'ai joué une fois pour l'instant. Mais ma première impression du jeu était vraiment très bonne. J'ai vraiment aimé l'aspect combinaison des cartes avec les dés. Plus ça allait, plus je comprenais que, OK, je suis pas nécessairement obligé d'aller chercher beaucoup de dés. Vu que j'avais des cartes dans le jeu, certaines cartes dans le fond qui demandent de ne pas avoir certains symboles. Donc, moins tu as de dés, moins tu as de chances d'avoir ces symboles-là. Donc, si tu as beaucoup de cartes avec ne pas avoir de symboles, ben, c'est vraiment pratique de ne pas aller chercher beaucoup de dés. Et comment ça va fonctionner? C'est que à notre tour, on va aller chercher des cartes, une carte à la fois, et c'est toujours associé avec des petits dés. Qui sont les résultats que les joueurs ont eus dans le dernier round et on les replace selon les différentes ressources et donc ça donne des choix. On peut avoir des cartes avec beaucoup de dés, des cartes avec peu de dés et la carte qu'on veut des fois, ben, elle va avec beaucoup de dés, mais on veut pas nécessairement beaucoup de dés. Des fois, le pas assez de dés, mais on aimerait ça avoir beaucoup de dés. Fait que, il y a tous des petits choix comme ça déchirants. Il y a la carte aussi, que j'ai trouvé intéressante, mais je suis pas certain si on l'a bien joué parce on est 2 sur 3, on s'est rendu jusqu'au bout assez facilement. Jusqu'à la fin de la piste. Fait que peut-être qu'on avançait peut-être un peu trop vite d'une certaine façon. Ça serait à revérifier. Mais j'ai l'impression que l'autre côté du plateau avec les bateaux semble plus contraignante. Dans le fond, la piste principale ici, c'est selon les résultats de dés qu'on a lancés. On va avancer le plus possible avec nos résultats de dés. Et de l'autre côté du plateau, ben, c'est en fonction des couleurs, des résultats de dés qu'on a eus. Si on en a 3 différents, ben, ça nous permet d'avancer à tel endroit, 2 différents, etc. Fait que ça fait une combinaison différente qui semble. Puis on peut juste avancer d'une case. Fait que ça m'est un petit peu plus restreinte au niveau des choix que je vais sûrement essayer la prochaine fois que je vais sortir Lueur. Le jeu est magnifique, les illustrations, c'est fou ce jeu-là. Ils ont vraiment réussi à faire de quoi de très attrayant pour les gens. Et j'aime vraiment la combinaison des dés avec les cartes. Je trouve qu'il y a une belle mécanique derrière ça. Un aspect super intéressant. Donc, Lueur, jouer une partie, mais j'ai vraiment apprécié. Autre petit jeu que je vous ai présenté sur la chaîne, j'ai pas encore fait mon avis parce que j'aimerais ça essayer les autres versions. Math Rush 2 ici, c'est multiplication et exposant. Jeu vraiment cool de vitesse, de mathématiques en même temps. Ça fait chauffer le cerveau. On va avoir des cartes de multiplication et d'exposant. Et il faut faire des calculs mentaux rapides parce qu'il faut placer des cartes rapidement sur des objectifs.
faut toujours placer un certain nombre de cartes à côté d'une carte objectif et soit dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant du résultat que ça donne. Il faut penser vite. Et des fois, il y a des restrictions additionnelles comme ici, divisible par 3. Ça, c'est assez chiant, si je pourrais dire. Là, tu fais ton calcul, ben, ça, il est-tu divisible par 3? Là, ça te prend du temps, puis on a juste 3 minutes quand on est à plusieurs joueurs. Et en solo, c'est 4 minutes. Ça aide un peu plus, mais c'est assez fou comme, comme jeu. C'est vraiment un casse-tête super intéressant, mais on est vraiment brûlé à la fin d'une partie. Puis on a juste 3 manches de 3 minutes, fait que ça va très vite. Et donc, vraiment un bon petit filler, je trouve, avec une petite boîte. Ça se transporte bien, on joue une partie, on est comme réchauffé mentalement. Pour ça, on peut sortir un gros jeu. Ça joue en une quinzaine de minutes. C'est vraiment une belle petite découverte, la série Match Rush, pour l'instant, seulement en anglais. Mais super. Dans le fond, les autres versions, c'est addition-soustraction, donc plus simple. Si on veut pas trop, si on est moins fort en calcul mental. Et l'autre, c'est les pas les exposants, les divisions, fractions et nombres décimales. Donc là, une autre paire de manches pour Match Rush. J'ai joué aussi à Curious Cargo. J'avais déjà joué une partie à 2 joueurs, j'en ai rejoué une deuxième. Et moi, j'ai vraiment apprécié. Mon collègue avec qui j'ai joué, mon ami avec qui j'ai joué, il a moins apprécié. Il trouvait qu'il y avait trop de chance. Mais je pense qu'il était juste pas bon à placer les tuiles. Ça, c'est mon avis. Mais c'est vraiment un jeu de construction de réseau, même autant que Pipeline. On a un réseau qu'il faut faire de distribution avec des tuiles qu'on va aller chercher. Oui, il y a de la chance il y a de la chance un peu dans les tuiles qu'on va aller chercher, mais on peut s'organiser un peu avec ce qu'on a aussi. Parce qu'on peut les accumuler, on n'est pas obligé de les placer tout de suite. Donc, on peut quand même s'organiser pour faire quelque chose convenablement. Et il faut juste bien réfléchir à comment on place nos tuiles. Et donc, on fait des réseaux pour envoyer des marchandises sur des camions et des réseaux pour recevoir des marchandises. Ce qui est le fun aussi, c'est que les camions, quand on les place, on les placer soit de notre côté, mais on peut aussi les placer du côté de l'adversaire pour pousser des camions vers nous qui pourraient nous avantager et recevoir des marchandises. Donc, il y a une belle stratégie derrière ça. Et plus on va faire de réseaux, on peut aussi juste ne pas envoyer... non, c'est pas vrai. Il faut au moins envoyer 2 ressources de chaque marchandise, sinon on ne peut pas gagner la partie. Mais si on réussit en plus à faire un réseau qui envoie et reçoit sur 10 endroits, qui est connecté à 10 endroits, mais ça nous donne une étoile qui fait gagner automatiquement la partie si l'autre joueur n'a pas d'étoile en même temps. Donc, il y a comme des façons différentes de gagner aussi. On peut focuser sur d'autres choses. Si on réussit à recevoir toutes les marchandises aussi, ça nous fait gagner. Je pense pas mal les 2 façons ultimes de gagner comme rapidement, mais en même temps recevoir les marchandises, c'est pas si facile que ça. Faut vraiment construire un bon réseau, mais on pourrait construire un réseau intéressant en partant de réception et focuser après ça sur l'autre réseau de distribution pour ne pas envoyer trop de choses à l'adversaire. Donc, il y a comme différentes stratégies. On a différentes cartes aussi de départ qui se configurent, qui fait des configurations différentes de départ. On peut jouer soit à 2 types de ressources ou 3 types de ressources, dépendant de la difficulté qu'on veut. Avec 3 types, c'est 3 tuyaux, 3 couleurs de tuyaux différents. Donc ça complexifie la chose aussi. Oui, il y a aussi la chance dans les cartes qu'on va piger parce que c'est les différentes grosseurs de camions. Encore là, on peut s'organiser en fonction de ce qu'on va chercher. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de cartes à la fois. Fait que ça, je peux comprendre effectivement que des fois, c'est pas vraiment les camions qu'on aimerait avoir, mais plus on va mettre de tuyaux qui sortent collés, ben, plus on a de chance de n'importe quel camion, on réussisse à bien les remplir quand même. Donc, Curious Cargo, petit jeu à 2 joueurs, 30 à 60 minutes, c'est peut-être un petit peu plus... un 45 minutes peut-être. Moi, j'ai vraiment apprécié, j'ai hâte de ressortir. J'espère que je vais trouver... Ma conjointe n'avait pas super trippé non plus, c'est des jeux de spatial comme ça, elle trippe moins habituellement, fait que
comme qu'elle essaie toutes les positions, puis ça peut devenir long aussi. Fait que, elle trippe moins dans ce temps-là. Fait que, ben, j'aimerais ça leur sortir avec d'autres bandes, éventuellement, parce que moi, j'ai vraiment aimé Curious Cargo. J'ai joué aussi à Dinosaur Island Roar and Write. Un des prochains jeux que j'aimerais ça vous présenter en solo, que j'ai pas encore essayé le solo, j'ai vraiment joué à 2 et 3 joueurs et j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. Un autre jeu de Roll and Write, mais on est dans un autre concept. Ben, pas un autre concept, mais c'est pas juste du Roll and Write, il y a aussi du placement de dés, placement de travailleurs. On est vraiment dans le Dinosaur Island qu'on avait il y a quelques années. Et c'est comme simplifié en même temps. Il y a moins de cossins, je pourrais dire ça de même, moins de composantes, mais c'est tout aussi efficace. On va avoir des dés, on les lance, on va récupérer chacun un dé à tour de rôle, puis on revient dans le sens inverse par après pour la récupération des dés. Les dés, ça nous donne soit des ADN pour éventuellement former des dinosaures et les mettre dans notre parc qu'on va dessiner. C'est tout l'aspect d'avoir plein de tuiles, etc. On enlève ça, on dessine ça sur notre plateau. C'est sûr qu'il y en a il aime moins ça, dessiner. Sur des feuilles, il aime ça avoir la tuile avec la couleur, etc. Moi, je trouve ça le fun d'avoir des jeux comme ça avec moins de composantes possibles. Ça sort vite. Puis le jeu est bon. Il y a une belle profondeur au niveau de la complexité du jeu. Il y a beaucoup de réflexion sur ce qu'on va faire, dans quel ordre qu'on va le faire. Il y a toujours 3 cartes aussi de parcs spéciaux qu'on peut construire pour des points de fin de partie, des objectifs différents de fin de partie. Il y a les espèces de spécialistes aussi qu'on va avoir, qu'on va pouvoir aller qu'on va pouvoir utiliser aussi, ben, en fait, acheter, on pourrait dire ça de même. Il faut payer son coût pour l'avoir en notre possession, mais tout le monde peut l'avoir aussi. Puis, on va faire ses habilités spéciales. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va comme rouler, on va dire ça de même, là, faire marcher notre parc 3 fois dans la partie. Et à chaque fois, ben, ça va nous rapporter de l'argent, en fait, certains éléments pour les bâtiments qu'on a construits, les bâtiments plus de marchandises, restauration, les parcs d'amusement. Tous les spécialistes aussi vont nous donner des éléments. On va aussi se promener, on va faire un chemin à travers notre parc et jusqu'à une sortie pour des points de victoire et aussi augmenter l'excitation dans notre parc. Et justement, la phase d'excitation, ben, c'est tout ce qu'on a coché jusqu'à maintenant va nous rapporter. Fait qu'à chaque manche, c'est de plus en plus grand. Donc, dans les bonus qu'on va remporter. Donc, il y a des belles combinaisons à faire. Les ADN, si on est rendu au bout des pistes, bien, ça va nous donner de l'argent. L'argent est vraiment rare puis il est vraiment utile. Donc, ça peut être intéressant de focusser sur une ressource. Et à un moment donné, on fait beaucoup d'argent. Ça nous permet de faire plein de choses avec ça. Il faut faire attention aussi à notre niveau de dangerosité du parc. Si on n'est pas assez sécuritaire, ben, ça nous fait perdre des points pour la fin de partie parce qu'il y a des clients de notre parc, de notre parc de dinosaures qui se font manger. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Dans la partie que j'avais joué, j'étais allé beaucoup très agressif sur la dangerosité du parc, mais j'ai perdu beaucoup de clients, beaucoup de points négatifs, puis beaucoup de ça fait des malus aussi, ça fait détruire des choses, mais au final, j'ai quand même fini pas très loin. Fait qu'il y aurait peut-être. À un moment donné, j'ai comme reculé de cet aspect-là parce que là, je trouvais que ça venait trop pénalisant. Peut-être qu'en poussant encore plus, j'aurais pu avoir des dinosaures qui sont plus dangereux encore. Donc, ça prend de la place sur le plateau, mais ça fait plus de points aussi pour ces dinosaures-là à la fin de la partie. Il y aurait peut-être eu quelque chose à explorer, mais vraiment, là, très surpris par Dinosaur Island. Roar and Write, vraiment très. J'ai vraiment apprécié mes collègues, mes amis, je ne sais pas pourquoi j'appelle les collègues, mes amis mes collègues de jeu, je ne sais pas trop, mon groupe de jeu, on va dire ça de même, ils ont vraiment apprécié aussi. Ils ont trouvé justement que ça représentait bien Dinosaur Island, mais sans trop d'affaires, en moins de temps, belle tension, vraiment une belle découverte. Je savais pas, il m'intéressait beaucoup, mais j'avais peur que ce soit encore là un roll and write un petit peu, des fois ils sont flat un peu, mais lui, très cool avec l'aspect placement de dés aussi.
Vraiment, ça a été une belle découverte pour moi. Dinosaur Island. Roaring, right? Très important. On va essayer d'aller un peu plus vite. Je ne veux pas que l'épisode soit trop long non plus. Je ne voulais pas dépasser 1 heure pour l'épisode, donc je vais gagner un petit peu en vitesse. Fruitopia ou Juicy Fruit, je vous l'ai présenté sur la chaîne. J'ai donné mon avis aussi au complet. En fait, j'ai même pas sorti la vidéo encore de l'avis au complet, donc ça va venir. Ça a été tourné tout, mais j'ai pas eu le temps de faire le montage. Donc, vous pourrez aller voir ça à ce moment-là, mais juste pour aller rapidement, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, le concept de déplacer nos tuiles pour faire des ressources. Je trouve que ça donnait une belle mécanique pour justement on peut aussi faire des commandes pour épurer notre carte principale et ça nous donne plus d'espace pour déplacer nos tuiles, puis faire des ressources avec ça. Fait qu'il faut vraiment penser aux petits mouvements qu'on va faire. Vraiment très cool. Sinon, ça reste assez simple. On fait des commandes. On peut ajouter aussi les fruits, pas les fruits, les jus, qui ça nous permet d'avancer sur des pistes en payant des fruits pour des points. Donc, ça ajoute un autre petit aspect. Et les tuiles spéciales, très intéressant aussi. La crème glacée, ça ajoute d'autres façons de faire des points. Puis le solo est intéressant aussi, pas facile au niveau le plus dur. Donc, Fruitopia, Juicy Fruit. Je joue aussi à Rolling Ram, étant amateur de Stonemaier Game, un jeu qui regroupe tous ces jeux ensemble. Vraiment le fun. Le seul que j'ai pas joué, je pense, dans ces jeux, c'est Pendulum. Il y a comme trop eu de mauvaises critiques que je me suis jamais osé, mais un jour je le ferai. My Little Sight, j'ai jamais joué non plus. Mais le reste, j'ai tout joué. Donc, c'est un petit jeu de Roll and Ride que Jamie Stegmaier avait fait durant la pandémie, gratuitement, et il y a eu beaucoup de demandes pour faire une édition du jeu. Et c'est ce qui est représenté ici dans Rolling Run, la version de détail. Et très simple, nos petites cartes sont toutes placées, sont faites pour écrire dessus avec des feutres. On a des petits jeux, dans le fond, on a toujours 3 cartes avec nous et on lance les dés, on va cocher des choses et ça tourne comme ça sur 9 rondes de jeu et on fait ça sur 3 manches de jeu avec 3 cartes, fait qu'on va passer 9 jeux de Stonemaier Game par partie. Puis ce qu'on va jouer en solo, ben, c'est comme des petits défis. Il y a un 18 trous de mini-pot. Il y a comme un nombre d'essais qu'il faut réussir, les challenges, pour faire le meilleur score possible. Les 18 trous, il va jouer sur plusieurs heures de jeu quand même. Donc ça nous fait revenir au jeu. Je vais vous en parler plus en détail quand je vais aussi faire une partie en solo, puis que je vais rejouer un petit peu plus. Les jeux joués en solo pour l'instant, donc je ne veux pas m'attarder trop, mais je vais le rejouer, c'est sûr, à plusieurs joueurs également. J'aime ça, les petits roll and ride comme ça. J'ai essayé cette merveille ludique Imperial Steam. Vraiment pas été déçu. Une partie pour l'instant, fait que je vais me calmer. Je veux pas m'emballer trop, mais j'ai vraiment trouvé ça excellent pour la première partie. J'ai trouvé qu'il y avait un bon potentiel pour les parties futures. Puis on a juste joué à 2, puis j'ai l'impression que ça va être vraiment meilleur à 3, 4 joueurs. Et un jeu relativement simple de construction de réseau de chemin de fer. On fait des livraisons aussi, ça va nous rapporter de l'argent, on va gagner aussi de l'influence qui va nous permettre d'aller chercher des travailleurs dans différents secteurs. On va aussi avoir des trains de marchandises qui nous permettent justement d'accumuler des marchandises pour éventuellement faire des livraisons. L'argent est très difficile à avoir dans ce jeu-là. On est toujours à court d'argent. On veut acheter une nouvelle locomotive, ça coûte très cher. On fait une livraison, ça nous donne beaucoup d'argent, mais on leur dépense souvent assez rapidement. Il y a des contrats aussi de fin de partie, mais on va juste les réaliser si quelqu'un se rend à la fin du 8e tour, avant la fin du 8e tour, à la dernière case ici, dernière ville. S'il y a personne qui se rend, ces points-là, ça va être éliminé. Donc, mais s'il y a une personne qui se rend et les autres sont un petit peu en arrière, ben, ils peuvent utiliser les chemins de fer de l'autre en payant. Fait que ça permet d'aller chercher de l'argent pour le joueur qui s'est rendu en utilisant les routes. Vraiment, il y a des marchandises aussi. Plus ça va aller, plus quand on veut les acheter, ça va coûter cher.
Donc, il y a un petit effet d'offre et demande. Donc, plus il y a de demande, plus ça va valoir cher pour les prochains. Ça va se remplir un petit peu aussi au courant des manches quand on va avancer. Vraiment, là, j'ai été agréablement surpris. Ben, pas surpris. J'avais des attentes, on ne se le cachera pas. C'est Alexander Humer qui a fait aussi Lignum. Lignum, j'adore ce jeu-là, j'aime ça le ressortir. Et là, j'ai pas été déçu avec Imperial Steam, j'ai hâte de le rejouer. Seul bémol que j'ai trouvé, un petit peu trop de matériel à mon goût, quand même long à sortir, à mettre en place. Fait que ça me fatigue un peu dans les jeux maintenant. Mais bon, quand le jeu est bon, pas trop de problèmes. Ça prendra le temps que ça prendra, puis on va avoir du fun. Quand le jeu est moyen, ça va me donner pas. Ben, mettons un jeu qui est bon, mais pas excellent. Je vais avoir plus de réticence à le sortir s'il y a trop de matériel, puis c'est trop long à mettre en place. Donc, Imperial Steam, je vous en reparle, c'est certain. Ça, je vais y rejouer. Je vais essayer de rejouer à 3 et 4 joueurs aussi. J'ai joué aussi à The Virgin Beer Race. Petite course à travers les pubs et brasseries et abbayes de la Belgique. Donc, on se promène. On va se déplacer dans différents moyens de transport, soit à vélo, en autobus, en transport en commun ou sur le pouce. Et chaque action qu'on va faire va nous coûter un temps. Et on a un certain nombre de temps à chaque manche de jeu. Ça joue sur 3 jours, on va dire. 3 journées de 24, 36 et 24. C'est des demi-heures. Là, fait que, on va dire 12 heures, 12 heures, 36, 18 heures? Non, c'est ça, ouais. 13 heures, 18 heures, à moins que ce soit des quarts d'heure, je me souviens plus. En tout cas, un détail. Donc, des temps qu'on veut utiliser. Et donc, en vélo, ça va être un peu plus long qu'en autobus, mais en autobus, il y a toujours la chance que l'autobus soit en retard. En vélo, si on commence à être trop, notre taux d'alcoolémie est trop élevé, on ne peut plus prendre notre vélo, ça devient trop dangereux, il faut prendre les transports en commun. On peut faire du pouce et on peut soudoyer les chauffeurs en leur donnant des bières qu'on a achetées un petit peu partout. Mais les bières, ça va nous donner des points, fait qu'il ne faut pas trop les dépenser non plus. Et on va faire aussi ce que j'aime dans les jeux qui font ça, c'est qu'on va refaire les points. Dans le fond, les bières qu'on a dégustées nous donnent des points. Et à chaque manche, on va refaire ces points-là, plus les nouveaux points qu'on a fait. Donc, il y a une espèce d'aspect d'escalade. Donc, si on y va très fort au début de la partie, dans la première manche, ben, ça va être tout le temps payant pour les prochaines manches. Mais il faut quand même faire attention parce que l'alcoolémie monte assez vite et ça peut même nous faire être pass-out. Pas pass-out, ben, je n'ai pas le terme en français, mais complètement endormi. Et on ne pourra plus jouer le reste de la manche. Fait que si on est rendu à juste avoir dépensé 15 temps sur 24, ben, c'est pas très efficace. Donc, ça nous fait parcourir un petit peu. On essaie d'aller dans des endroits un peu plus spécifiques aussi, qui vont nous faire monter sur certaines pistes. Il y a des objectifs aussi qui sont communs à tout le monde, qu'on va se battre un peu tout le temps pour ça. Puis on voit aussi ceux qui arrivent prochainement. On va avoir aussi des objectifs de fin de partie. Et ce qui est le fun aussi, c'est que des fois même, je me suis fait faire le coup, c'est que si on va rencontrer un autre joueur à la même case, dans le même pub, ben, on va trinquer avec. Donc, on va chacun prendre une bière, donc ça fait monter notre alcoolémie. Et si un autre joueur vient se regrouper aussi, ben là, ça va encore prendre une autre bière. Puis, on peut tomber endormi à cause que les autres joueurs sont tous venus nous voir à ce même pub. Donc, on a un petit peu abusé. Et donc, il y a une belle mécanique derrière ça d'aller soit se rapprocher des autres. On peut s'éloigner aussi pour éviter justement qui nous fasse boire, mais la piste de trinquage est très intéressante, ça nous donne des points aussi, fait que il y a toutes certaines particularités comme ça qui sont intéressantes, puis il faut au moins il y a au moins un minimum de trinquage qu'il faut avoir fait dans la partie, parce que sinon ça nous donne des points négatifs. Donc ça force un peu à aller voir les autres, mais quoi qu'on peut le faire quand même. Donc, Belgian Beer Race, The Belgian Beers Race. Je pense que je vais terminer mes expériences avec Spice and Lies,
Puis les autres que j'avais, je vais les garder pour une prochaine vidéo. La plupart, c'était des jeux que j'avais joués sur BGA, Board Game Arena, sauf Shelfie Stacker, que j'ai joué hier soir, mais je l'ai juste joué en solo pour l'instant, puis je vais attendre d'avoir joué un petit peu plus pour vous en reparler. Donc, Spies and Lies, jeu pour 2 joueurs dans l'univers un peu, pas l'univers, mais dans Stratego. Stratego qui est un jeu assez connu, qui date de plusieurs dizaines, vingtaines d'années, même plus que ça, qui dans Spies and Lies, on va être vraiment en duel, donc un contre un. Et il y a un aspect de jeu, on va avoir 10 cartes, toutes les mêmes, chaque joueur a les mêmes cartes, et le but c'est de pousser le marqueur du centre vers le camp adverse. Si on réussit à faire ça, on gagne la partie. Et si jamais on peut se rendre aussi au bout des certain nombre de manches, il me semble que c'est 4, et c'est celui qui est le plus proche du camp adverse qui va remporter. Et il y a une mécanique intéressante de deviner deviner ce que l'autre a joué, parce qu'on joue toutes nos cartes face cachée, mais il y a des indices qu'on va avoir. De 1, on va avoir une des 10 cartes qui est mise de côté, fait que ça élimine un choix. Il y a aussi une carte qui donne d'autres indices sur, il faut mettre des petits marqueurs si on a les cartes, par exemple 1, 2, 3, 4. Si on a joué les cartes 1, 2, 3, 4, il faut mettre des marqueurs dessus. On ne sait pas exactement c'est laquelle, mais c'est dans les 4 choix. Et il faut aussi mettre les cartes en ordre croissant. Donc ça nous donne des indices. Peut-être que la première va être plus difficile, mais des fois, plus ça va, plus ça peut être évident sur certaines cartes dans l'ordre. Il y a une des cartes qu'on peut mettre un peu n'importe où, fait qu'elle elle vient nous piéger un petit peu aussi. Lorsqu'on réussit à bien deviner la carte de l'adversaire, ça annule son effet. Sinon, il va faire l'effet de sa carte qui peut être soit d'avancer, avancer le bonhomme du milieu, le marqueur du milieu, avancer sur notre piste, détruire d'autres cartes de l'adversaire. Donc, il y a des petites choses comme ça. Super intéressant. J'ai trouvé le concept assez simple, facile à jouer, facile à apprendre. J'ai pas été déçu. J'ai joué une partie, fait que je peux pas prononcer trop, mais j'ai vraiment trouvé ça sympathique pour une partie de jeu de Spies and Lies. Alors, comme j'ai mentionné en début d'épisode, je voulais faire un retour, pas un retour, mais un petit tour rapide des nouveautés qu'on a reçues à la pioche dans les dernières semaines qui m'ont plus attiré l'œil que d'autres jeux. Et donc, je vais faire un petit tour rapide. Je vais faire un survol peut-être de 30 secondes, 1 minute par jeu, donc assez rapidement. Qu'est-ce qui m'intrigue dans ces jeux-là? Je ne les connais pas nécessairement tous complets parce que j'ai pas joué. C'est vraiment des jeux que j'ai entendu parler ou que j'ai regardé quand même un peu des choses pour les conseiller aussi. Mais je suis peut-être pas nécessairement. J'ai pas eu l'expérience de jeu des jeux. Premier que je veux parler, Super Skill Pinball Ramp It Up. J'en avais déjà parlé, je pensais que ça allait être une extension, mais non, c'est un nouveau jeu. Donc le premier c'était Super Skill Pinball 4Cade. Ici c'est Ramp It Up qui nous arrive avec 4 nouvelles machine à boules ou flipper, comme vous dites en Europe. Je sais qu'il me semble que j'avais parlé de machine à boules, j'avais eu des commentaires qui trouvaient ça drôle comme nom. Donc, 4 nouvelles machines à boules. Donc, avec différentes thématiques. On a Gopher Gold, Pinballs, High Roller Heist, puis Top Speed. Donc, un peu auto, un peu plus années 70, un peu plus lutte, si je ne me trompe pas. Ouais, ça ressemble à de la lutte. Puis, plus thématique enfantin pour Gopher Gold. Donc, bien cool. J'ai hâte d'essayer ça éventuellement. Donc, on dit de All New Sequel. Donc, c'est une suite. J'avais vraiment aimé le premier concept. Si ça vous dit rien, vous irez voir la vidéo que j'avais faite sur Super Skill Pinball 4Cade. Ça va vous montrer un peu comment se déroule le jeu. Ensuite, un autre qui m'intéresse, qu'on a quand même beaucoup parlé
sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines. Cascadia, des mêmes auteurs, même compagnie en fait. C'est-tu le même auteur? J'ai justement Calico juste ici. Non, c'est Kevin Ross et là c'est Randy Flynn. Mais c'est Flat Out Games qui est derrière ce jeu-là. Pour l'édition française, c'est Lucky Dog Games. Dans celui-là, ça va être plus du placement de tuiles, mais on est ouvert. Calico, on était très restreint dans notre espèce de courte pointe. Là, on est très ouvert et c'est des tuiles qui vont pouvoir recevoir certains types d'animaux. Et on va tenter de faire ce que les cartes d'objectifs nous disent de faire pour faire des points avec les différents types d'animaux. Donc, relativement simple comme concept de jeu, encore une fois. Peut très bien jouer en famille avec des joueurs plus aguerris aussi. Il y en a beaucoup qui ont mieux apprécié celui-là. Il y en a qui quand même préfèrent encore Calico dans les styles. Je pense qu'on peut quand même posséder les deux si on veut. Quoique j'ai l'impression que ça ressemble quand même beaucoup malgré tout. Même s'il y a quand même des différences dans les deux jeux. Donc Cascadia, c'est une nouveauté. Il y a aussi Dice Throne, remasterisé, la saison 1 qui est arrivée en français. Avec ici, j'ai Barbare contre Elfe Lunaire, mais j'ai les 4 boîtes. Et c'est des boîtes de démarrage. Donc pour jouer à 2 joueurs, on peut jouer à plus si on achète plus de boîtes. J'ai trouvé j'avais entendu du bien, des fois moins intéressant quand on était à plus que 2. Mais pour jouer à 2 joueurs, j'ai l'impression qu'il serait intéressant. J'aime ça les jeux de dés. Avec des combinaisons avec les cartes. Donc, il m'intrigue beaucoup. Je vais peut-être l'essayer éventuellement. Pour l'instant, je le garde de côté. Ben, pas de côté, mais je me le procurerai pas. Mais peut-être éventuellement, il m'intrigue beaucoup. Je le garde sur ma liste d'éventuels achats. Aussi, Dollars to Donuts. Petit jeu assez simple de placement de tuiles, encore une fois. Et nos agencements qu'on va faire, c'est pour réussir à faire des beignes. Donc, dépendant de ce qu'on agence, ça va nous donner des petits beignes de différentes couleurs pour faire des points. Et de mémoire, il y a des objectifs aussi à accomplir. Donc, un petit jeu simple de placement de tuiles, thématique de beignes. Je trouvais ça sympathique. Et c'est Flat Out Games. Je n'avais même pas remarqué. Flat Out Games qui est derrière ça aussi. Et Crafty. Donc, pour Dollars to Donuts. Autre jeu qui m'intrigue beaucoup. Je n'ai pas regardé encore beaucoup d'informations sur Iki. Il va falloir que je me mette là-dessus pour avoir un petit peu plus d'informations. Mais on a parlé beaucoup en bien dans les dernières semaines avec c'est une sortie. C'est un jeu qui a été réédité, une nouvelle version pour Iki. On est comme dans une rue de marchands. Il faut faire prospérer cette rue-là. Donc, je ne me lancerai pas plus dans les détails parce que je n'ai pas regardé un peu plus que ça les mécaniques, mais en entendant beaucoup parler en bien, je vais me pencher un petit peu plus là-dessus. Je pense que c'est dans mon style de jeu. Donc, Iki, c'est une nouveauté aussi. On a aussi les aventures de Robin Hood. Donc, les aventures de Robin Hood, un jeu de Michael Menzel qui nous avait fait Andorre. Jeu qui est pour 2 à 4 joueurs et c'est un jeu narratif d'aventure et aussi avec du déplacement libre. Donc, on va se déplacer selon des petits personnages qui ont comme des traînées, qui nous permettent d'aller un peu plus loin. Et on va se déplacer de cette façon-là sur une carte qu'on va ouvrir des endroits. Il a l'air vraiment très narratif, très intéressant à ce niveau-là. Je sais qu'il y a une version française qui a été faite aussi, qui va s'en venir prochainement ici, plus en 2022 pour nous. Je sais qu'en Europe, je pense qu'elle est déjà sortie ou elle est tout proche de sortir. Et donc, on dit « Setup and start playing in no time ». Donc, on peut mettre en place, puis c'est une force aussi de cet auteur-là. Andorre, c'était la même chose. On y va graduellement, on apprend le jeu graduellement au lieu de tout lire les règles d'un premier coup. Donc, toujours très intéressant. Puis lui, il m'intrigue beaucoup.
Même s'il est 2 à 4, je pense qu'on pourrait peut-être jouer quand même en solo malgré tout. Mais ça, je suis pas, faudrait valider. Je suis pas certain. Mais ça reste un jeu coopératif. Donc, il m'intrigue beaucoup. Ça, depuis que, puis il avait été, d'ailleurs nominé au Spiel. Il était dans le Kenner Spiel, je ne me trompe pas. Donc, les aventures de Adventure of Robin Hood, version anglaise, qui est une nouveauté aussi. On a également dans les nouveautés l'Empire de César, nouveau jeu de Synapse Games et Holy Grail Games, qui est un jeu de Alexandre Bonvalot et Joël. Non, ça c'est les artistes. De Mathieu Potvin, qui a fait ce jeu dans l'univers d'Astérix. Et c'est un jeu, dans le fond, de construction de réseau pour conquérir la Gaule. Et donc, on va avoir de la construction de réseau et on va pouvoir passer par les chemins des autres, mais il va falloir payer aussi à ceux qui possèdent les différentes routes. On va se rendre à différents endroits pour gagner des marqueurs qui vont nous donner des points aussi. Donc, le jeu est relativement simple. On parle d'une 30 à 60 minutes, donc durée de jeu aussi simple, dans une belle thématique. Je trouve qu'il a l'air... il m'intrigue beaucoup depuis qu'on en a parlé. J'en ai d'ailleurs déjà parlé sur la chaîne il y a quelques temps quand ça avait été annoncé. Donc, c'est tout nouveau aussi, donc l'Empire de César. On aura aussi reçu il y a peut-être une semaine ou deux, donc ouais, peut-être mi-novembre. Mi-novembre, de mémoire, c'est sorti. World of Warcraft Wrath of the Lich King, qui est un jeu dans le système Pandémie. C'est un jeu dans lequel on va se promener sur le plateau de jeu pour faire différentes quêtes et aussi on va éliminer les petits monstres qui vont aussi se déployer un peu à la pandémie. Donc, quand il y a un certain nombre, ben, ça va se proliférer, si on pourrait dire ça comme ça. Il y a aussi des plus gros monstres qui vont être sur le plateau, donc différentes quêtes à faire avant que de se faire envahir et aussi de se faire tout simplement tuer par les différents monstres qu'on va avoir sur le plateau. Donc lui aussi, il m'intrigue quand même. On dirait que j'ai le goût de ce style de jeu-là récemment. Un peu plus style, je sais pas, style pandémie. Je sais pas pourquoi j'ai cette envie-là, mais je le trouvais quand même intéressant. Puis lui, il y a vraiment un mode solo-solo. La pandémie, c'est plus on va jouer plusieurs personnages. Mais là, je sais qu'on joue plusieurs personnages, mais il a été vraiment fait pour jouer aussi en solo. Donc World of Warcraft, Wrath of the Lich King, qui est en anglais pour l'instant. Ça va venir aussi en français prochainement pour ce jeu-là, qui est une nouveauté. Avant-dernière nouveauté qui m'intriguait beaucoup, Stella Dixit Universe. J'ai jamais été un gros fan de Dixit en général parce que je trouvais souvent que le fait que la personne qui disait le mot, des fois il y avait des gros insights, puis bon, ça finissait que c'était dur à embarquer des fois dans certains groupes, ou etc. Puis des fois, je trouvais ça un peu frustrant, puis des fois, je trouvais ça un peu long aussi pour le style de jeu que c'était. Et là, je trouve que, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce style-là, Dixit Universe? Je trouve que c'est rendre le jeu plus simple, plus rapide, mais aussi efficace à mon avis. En tout cas, ce que j'en comprends, ce que j'en ai écouté aussi, c'est un jeu dans lequel, au lieu de quelqu'un va dire un mot, c'est un mot qui est révélé sur des cartes et on va avoir une planche de jeu puis on va cocher des cartes qui nous font penser à ce qui est écrit. Et à tour de rôle, ben, on va nommer une carte. S'il y a d'autres joueurs, au moins un autre joueur qui l'a, on va faire des points. Si jamais il n'y a personne qui l'a, ben là, ça s'arrête pour nous pour cette manche-là. On va jouer sur 4 manches. Donc, il faut quand même donner en premier lieu, il faut avoir pointer des cartes à lesquelles on est sûr, mais bon, ça peut toujours ne pas être évident, donc ça reste quand même dans les façons de penser. Il peut y avoir des insides aussi, mais malgré tout, je trouve que dans la durée de temps de jeu, 30 à 60 minutes, une trentaine de minutes, donc j'ai l'impression qu'il va être plus rapide, plus efficace pour Stella Dixit Universe. Finalement, une nouvelle édition de Heartland & Sea, Critters at War, donc une version plus cartoonesque
du jeu LNNC qui était plus réalistique. Ici, dans le fond, un petit jeu de cartes qui m'intrigue beaucoup, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, jeu pour 2 joueurs uniquement. On va contrôler différentes zones de... ça dit Theater of War, donc scène de guerre. Donc c'est un peu le principe en jouant des cartes d'habilité. Il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu, c'est 18 cartes de jeu. C'est vraiment des petites boîtes, petites composantes. Ça peut être très intéressant, une vingtaine de minutes. Donc, il m'intrigue beaucoup, celui-là. Mais le fait que ce soit juste à 2 joueurs, j'en ai déjà beaucoup que j'aimerais plus sortir. Mais il m'intrigue pareil. J'aime toujours ça, les jeux thématiques guerre à 2 joueurs. Donc, LNNC Creatures at Wars. Alors, ça fait pas mal le tour des nouveautés que je voulais parler. Donc, je vous invite aussi à aller voir directement sur le site de La Pioche, boutiquelapioche.com, aller voir les nouveautés, aussi des retours en stock. Très intéressant. Donc, je mets ça régulièrement à jour. J'ai l'infolette aussi à chaque semaine pour vous faire un petit rappel de tout ça. Fini pour la pub de la boutique, mais c'est sûr que j'utilise la chaîne aussi pour partager aussi tout ça. J'espère que vous comprendrez, que vous ne serez pas fâchés de ça, ceux qui suivaient la chaîne au départ, ceux qui sont en Europe aussi. J'essaie pas, je veux rien pousser non plus dans la gorge. Le but, c'est plus de montrer les nouveautés. J'ai les boîtes en main, donc c'est le fun. Je peux vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai pas besoin de tout acheter, donc c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir cet aspect-là. Fait que je serais un peu plate de ne pas en profiter. Donc, c'est plus de cette façon-là que je le vois. Donc, je trouve que ça fait un bon contenu aussi pour ceux qui suivent aussi la boutique, etc. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la vidéo, laisser des petits pouces aussi. J'essaie de faire des vidéos plus régulièrement. C'est pas évident ces temps-ci, mais j'espère que vous comprendrez. Avec tout ça, c'est pas évident, mais j'aimerais ça à partir de cet hiver reprendre un petit peu le beat, un beat un peu plus régulier, au moins avoir une constance là, dans ce que je vais faire, dans ce que je vais vous présenter. Donc, sur ça, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute, autant en audio ou en vidéo. Donc, on se revoit très bientôt. Merci encore. Bye bye.